Euh, Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir pour certains et pour d'autres, bonsoir. Et comme nous le voyons aujourd'hui, nous allons aborder un thème dans le cadre des séminaires, des formations organisées par Reprimaf, comme vous le connaissez, qui œuvre énormément pour la valorisation de la science en Afrique. Je pense que c'est une chose à féliciter énormément, l'effort fourni par le REPRIMAF qui nous permet de nous retrouver de temps en temps, de partager les connaissances. Merci beaucoup au coordinateur principal, Dr Soumeila Boubacar. Comme vous le voyez aujourd'hui, sans pour autant s'étaler trop, nous allons aborder un thème très important. Comme nous le voyons, la neuroépidémiologie en Afrique. La neuroépidémiologie, quand on parle de, déjà, vous voyez, quand on parle de l'épidémiologie, c'est vraiment une base de science qui permet de comprendre tout ce qui est maladie, tout ce qui est action de santé menée, les politiques de santé, l'évaluation des politiques de santé, dans sa globalité. C'est à partir de cette façon qu'on arrive à cerner les maladies, à comprendre la tendance des maladies, bien évidemment à travers les études de prévalence, les études d'incidence qui vont nous orienter, qui vont nous amener vers les études, des études étiologiques, ensuite des études interventionnelles, des études évaluatives. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît bien le terrain, qui est professeur en neurologie et épidémiologiste en plus. Donc, je vous invite vraiment à prendre note et à regarder, à écouter attentivement le professeur Adokounou qui va nous présenter, comme nous le voyons, ce thème très important, neuroépidémiologie en Afrique, l'impact et orientation sur les politiques sanitaires. C'est dont vraiment on a besoin pour booster la recherche scientifique médicale en Afrique. Sans pour autant tarder, je passe la parole au professeur Adokounou. Merci. Merci beaucoup, docteur Bello Amidou. Merci. Et je profite aussi pour remercier sincèrement le REPREMAF. Il nous faut ces gens de réseau, on le verra tout à l'heure, pour booster la recherche en Afrique. Nous avons besoin de la recherche pour booster le développement et bien asseoir nos systèmes sanitaires et surtout la recherche qui viendra nourrir les politiques sanitaires de nos pays. Alors, je vais parler successivement de l'épidémiologie en faisant surtout un focus sur la neuroépidémiologie et ce qu'est la neuroépidémiologie et passer en revue les grandes tendances et me focaliser sur certains aspects de cette neuroépidémiologie en Afrique et déboucher sur les défis et les perspectives. On sait que les affections neurologiques avec le Global Burden of Disease, c'est depuis plus d'une vingtaine d'années, une stratégie globale est mise en place pour mesurer le fardeau des maladies et des indicateurs permettent de comparer les différentes maladies entre elles concernant le fardeau. Ainsi, aujourd'hui, on peut le dire sans se vanter que les maladies neurologiques constituent la première cause d'années de vie corrigée sur l'incapacité, ce que les anglo-saxons appellent le DALI, et surtout la deuxième cause de décès. Et pour ce qui concerne le DALI, c'est-à-dire l'année de vie corrigée sur l'incapacité, quand on prend à l'intérieur même des maladies neurologiques, les accidents vasculaires cérébraux constituent eux seuls
pour 42,2% de l'ensemble du fardeau. On reviendra peut-être sur ça. Et spécifiquement, quand on parle épidémiologie, j'espère que les dias se défilent parce que j'ai des difficultés à faire défiler. Donc, on va voir l'épidémiologie, faire un rappel sur ce que c'est que l'épidémiologie, qui est une science. Et c'est cette science qui étudie la fréquence des maladies ainsi que des phénomènes de santé. Ce n'est pas que les maladies, même si initialement, beaucoup et jusqu'à une époque relativement récente, quand on parle de l'épidémiologie, les gens pensent que c'est seulement l'étude des épidémies. Mais non, c'est la fréquence, c'est l'étude de la fréquence des maladies et des phénomènes de santé, des facteurs qui sous-tendent la distribution de ces phénomènes dans les populations humaines et même animales. Il y a l'épidémiologie vétérinaire. On fait également l'épidémiologie concernant le vivant tout simplement, mais également l'utilisation des méthodes, des techniques et l'application de ces méthodes pour pouvoir résoudre des problèmes et lutter contre la maladie. Ainsi, vous voyez qu'il y a trois composantes. Il y a la composante qui s'occupe de la fréquence, l'étude de la fréquence des phénomènes de santé. La deuxième composante qui s'occupe des facteurs qui expliquent cette fréquence. Et puis, la troisième composante, les stratégies et les méthodes mises en œuvre pour le contrôle des maladies. Ainsi, ces trois composantes peuvent être reliées entre elles et on voit que l'épidémiologie descriptive, qui consiste à étudier la fréquence des phénomènes de santé et après avoir étudié dans une communauté ou à l'échelle d'une population l'importance du phénomène, il faut s'efforcer de retrouver les facteurs qui sous-tendent cette distribution, puisque dans la communauté, tout le monde n'est pas touché. Qui sont ceux qui sont touchés? Et pourquoi ceux-là sont touchés et pas les autres? C'est à cette question que l'épidémiologie analytique essaye de répondre. Et une fois qu'on a identifié les facteurs qui expliquent cette fréquence à partir de l'épidémiologie analytique, il faut mettre en œuvre des actions pour contrôler le phénomène. Et quand on met en œuvre des actions pour contrôler le phénomène, ce qu'on appelle l'épidémiologie d'intervention, il faut repartir sur l'étude de la fréquence pour voir si on a été efficace, c'est-à-dire est-ce que cette action qu'on a posée a permis de réduire l'importance du phénomène. Donc, on repart sur l'épidémiologie descriptive pour étudier à nouveau la fréquence du phénomène et on sera efficace que lorsque les actions et les stratégies qu'on a mises en œuvre ont permis de réduire l'importance du phénomène. Donc, c'est cette façon de réfléchir pour résoudre les problèmes qui se posent à la communauté, mais également d'évaluer les interventions, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'épidémiologie. Et c'est important lorsque nous sommes au niveau communautaire et même dans nos stratégies et les politiques publiques pour les actions, il faut toujours évaluer pour voir si on a été efficace. Ainsi, dans l'épidémiologie descriptive, c'est-à-dire étudier l'importance des phénomènes, on est appelé à renseigner des indicateurs qu'on appelle des indicateurs épidémiologiques. Certains indicateurs renseignent sur l'état de la population, c'est-à-dire la morbidité. Il y a des indicateurs spécifiques, que ce soit la prévalence ou l'incidence. La prévalence étant le nombre de cas dans une population à un instant T donné, l'incidence étant le nombre de nouveaux cas qui apparaissent sur une période donnée. Donc, on a des indicateurs, l'un est statique, c'est-à-dire la prévalence, et l'autre est dynamique, l'incidence. Mais on peut avoir également des indicateurs de mortalité qui renseignent sur les décès dans cette population
et on peut calculer plusieurs indicateurs. Souvent, pour la plupart, et d'ailleurs pour ces indicateurs, il est question d'avoir un rapport, c'est-à-dire un numérateur sur un dénominateur. Et c'est le gros challenge pour la conduite des études épidémiologiques en population et partout. Comment renseigner ce qui est au numérateur et comment renseigner ce qui est au dénominateur sans biais. Et ça, c'est le grand défi de l'épidémiologiste. Puisque le numérateur, quand on prend les indicateurs de morbidité, ça va être le nombre de sujets qui présentent le phénomène dans la population. Mais comment savoir le nombre de sujets qui présentent le phénomène dans la population? C'est un grand défi, puisque, comme vous le savez bien, l'épidémiologie va s'intéresser également à la validité des tests. L'outil que j'utilise pour faire le diagnostic, est-ce que c'est un outil qui a une bonne sensibilité, une bonne spécificité? N'y a-t-il pas de risque de dire que quelqu'un pour qui le test est positif, que le sujet ne soit pas malade? Donc, c'est autant de défis que l'épidémiologie essaye de corriger pour mettre à la disposition des tests assez fiables, c'est-à-dire assez sensibles et aussi assez spécifiques. Il y a également la question du dénominateur, puisqu'on le verra tantôt, on a de grands défis en Afrique. Comment renseigner ce dénominateur pour que ce dénominateur représente vraiment, puisque généralement nous sommes appelés à travailler sur une partie d'une population. Et même si on doit travailler sur toute la population, nous n'avons pas souvent des indicateurs démographiques assez fiables. Je reviendrai sur ces éléments tout à l'heure en parlant du contexte spécifique africain. Et en dehors de ces indicateurs épidémiologiques, je vous ai déjà parlé de l'année de vie corrigée sur l'incapacité de Daly, qui est quand même un indicateur qu'on utilise. Ça permet bien sûr de comparer les maladies entre elles et voir le fardeau, parce que c'est un indicateur composite qui prend en compte à la fois la fréquence de la maladie, mais également le handicap, l'incapacité que génère cette maladie et aussi la mortalité. Donc, c'est un indicateur composite des indicateurs précédents que nous avons vus. La deuxième composante de l'épidémiologie, comme on a dit, c'est l'épidémiologie analytique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette épidémiologie analytique permet d'étudier la relation entre un facteur d'exposition, entre une exposition et la survenue d'une maladie ou d'un phénomène de santé. De voir est-ce que une exposition donnée peut entraîner la maladie ou bien y a-t-il une relation entre une maladie ou un phénomène de santé et une exposition. Et plusieurs types d'études, que ce soit les études exposées, non exposées, les études cohortes, les études cas témoins, qui permettent de renseigner des indicateurs, notamment ici des mesures d'association, tels que les rapports de prévalence, les risques relatifs et les rapports de cote d'exposition. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais illustrer par quelques exemples plus tard tirés de la littérature neuroépidémiologique en Afrique. Troisième composante de l'épidémiologie, comme je l'ai dit, c'est l'épidémiologie d'intervention qui vise à évaluer l'efficacité d'une intervention. Ça peut être un vaccin dont on va évaluer l'efficacité. L'objectif étant de contrôler le phénomène, d'agir sur les facteurs qui sous-tendent la distribution et l'importance du phénomène de santé dont on a parlé tout à l'heure. Donc, cette épidémiologie d'intervention, c'est dans cette composante qu'on mettra les essais cliniques, des études expérimentales et même des études de type ici, ailleurs, avant, après, qui permettent d'évaluer l'efficacité d'une intervention. Une fois que nous avons fait le point sur les différentes
composantes de l'épidémiologie. Nous allons voir à présent, en utilisant ces indicateurs composites, le DALI, par rapport aux affections neurologiques, et voir à peu près quelle est leur charge globale au niveau mondial. Ceci, c'est tiré des données du Global Burden of Disease, qui s'est focalisé spécifiquement sur les affections neurologiques, région par région, et on a classé les affections neurologiques. Et quand vous voyez les affections neurologiques sont classées suivant leur importance en matière de fardeau. Et ici, vous avez les différentes régions du monde. Et on voit que, quelles que soient les régions du monde, les AVC constituent la première maladie. Et comme on l'a vu, ça contribue à près de 42% du fardeau de toutes les maladies neurologiques. Et suivant les régions, on voit que la migraine occupe la 2e, 3e ou 4e place. Mais quand on vient spécifiquement sur le continent africain, on voit que la migraine est occupe la 3e place, alors que les méningites constituent la 2e place dans certaines régions africaines. Et puis, comme je l'ai dit, je vous représente la même diapositive pour illustrer ce que je viens de dire. Parmi toutes ces affections neurologiques qui, comme je l'ai dit, constituent la première cause d'année de vie corrigée sur l'incapacité, mais la 2e cause de décès. Et à l'intérieur de ces maladies neurologiques, on voit que les accidents vasculaires cérébraux représentent quand même 42% de l'ensemble du fardeau des maladies neurologiques dans le monde. Et on verra, je vais dans la suite m'appesantir davantage sur cet accident vasculaire cérébral qui constitue un problème majeur de santé publique en Afrique et même un problème de développement dans ce continent, et voir comment on peut orienter les politiques sanitaires afin d'être assez efficient. À présent, on va voir les défis de l'épidémiologie. J'ai commencé par les énumérer tantôt, puisque on a vu que pour les principaux indicateurs, que ce soit de morbidité ou de mortalité, il faut les renseigner avec fiabilité. C'est le gros défi. Au numérateur, pour les indicateurs de morbidité, il faut renseigner les sujets qui sont malades. Et pour les indicateurs de mortalité, il faut renseigner ceux qui sont les décès. Alors, on a peut-être des problèmes de diagnostic. On verra je reviendrai sur les spécificités africaines. Qui est considéré comme malade? Ce n'est pas toujours évident. Et comment le savoir et avec quelle certitude on peut savoir que celui-là, pour qui je dis qu'il a un cancer, il a vraiment un cancer? Les conséquences peuvent être catastrophiques. Vous savez, quand on fait un rapport numérateur sur dénominateur, il suffit seulement de modifier le numérateur, qu'au lieu de mettre 50, vous mettez 40 pour que l'indicateur varie. Et combien ils sont, ces sujets qui sont malades dans la communauté? On ne peut pas les compter. Il est important à ce moment de voir comment prendre une partie de cette communauté, faire l'étude dessus et puis faire de l'inférence et rapporter les résultats à la communauté. Comment compter nos décès? On connaît très bien les réalités sur le continent, les problèmes de déclaration de décès, l'absence de certificat de décès, il n'y a pas d'autopsie. Donc, on a des difficultés pour renseigner cela. Je peux revenir sur ça peut-être en abordant la mortalité spécifique par rapport à l'AVC, puisqu'il y a des outils épidémiologiques aujourd'hui validés pour aider les pays où on n'a pas toujours de certificat médical, où on ne réalise pas des autopsies. Le deuxième élément, c'est le dénominateur. Le dénominateur, c'est la population à laquelle on rapporte l'étude. Et là, c'est les défis démographiques. Très peu de recensements sont effectués dans nos pays. Je pense que le Bénin est à son 5e recensement depuis l'indépendance. Et il en est de même pour beaucoup d'autres pays. Donc, on ne sait pas combien nous sommes. Et de la même manière, quand vous allez dans les communautés, vous ne savez pas
combien de sujets on a dans chaque communauté. Et ça va poser des problèmes lorsqu'il s'agira de prendre une partie de cette population qu'on va appeler échantillon et comment choisir cette partie pour représenter valablement la population, parce que voulant étudier toute une population, nous n'avons sûrement pas les ressources pour étudier toute la population. Donc, il va falloir essayer de prendre une partie de cette population, mais de façon efficiente pour que cette partie soit suffisante et que cette partie également puisse représenter valablement la population dont elle est censée représenter. Et il importe donc d'avoir l'expertise, la technicité nécessaire pour conduire ces études afin de renseigner de façon fiable ces indicateurs. Je reprécise que si on ne renseigne pas ces indicateurs, que ce soit de morbidité, de mortalité, on n'aura aucune donnée épidémiologique fiable. Que ce soit ce qui est au numérateur ou au dénominateur, il est important de les renseigner avec une bonne certitude pour être sûr que nous avons des indicateurs épidémiologiques. Et on verra que ces indicateurs épidémiologiques aideront à la prise de décision, parce qu'aucune autorité sanitaire ne peut prendre de décision si elle ne connaît pas le nombre de sujets touchés par la maladie, si elle ne connaît pas le nombre de sujets potentiellement pouvant mourir de cette maladie, les facteurs qui expliquent cette maladie, cette autorité va mal orienter ses ressources. À présent, après avoir fait cet aperçu sur l'épidémiologie en général, focalisons un peu sur ce qu'on appelle la neuroépidémiologie. La neuroépidémiologie n'est rien d'autre que l'application des méthodes et des techniques de l'épidémiologie dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'étude et le contrôle des maladies neurologiques. Ce qui est particulier ici en neuroépidémiologie, c'est qu'il y a les maladies neurologiques ont quelques spécificités. La plupart d'entre elles sont des maladies chroniques. La plupart d'entre elles sont des maladies non transmissibles. Il y a quelques-unes qui peuvent être des maladies transmissibles. Et c'est des maladies à manifestations spectaculaires qui sont souvent des maladies stigmatisantes et des considérations socioculturelles sont attachées à ces maladies. Et ça, ce n'est pas spécifique à l'Afrique, c'est l'évolution normale. Les considérations socioculturelles attachées à certaines maladies que nous rencontrons en Afrique, cela a été le cas en Europe. Jusqu'au début du XXe siècle, les épileptiques étaient renvoyés systématiquement aux prêtres pour être exorcisés parce qu'on pensait qu'ils étaient possédés. Donc, c'est l'évolution des sociétés et ces considérations socioculturelles qui sont associées à ces maladies neurologiques rendent encore plus complexe l'étude et l'épidémiologie de ces affections. Et c'est d'ailleurs le challenge pour les neurologues en Afrique. Qu'en est-il spécifiquement de la neuroépidémiologie en Afrique? Je ne peux pas parler de la neuroépidémiologie en Afrique sans penser aux pionniers de la neuroépidémiologie, c'est-à-dire des gens qui se sont dit que la meilleure façon d'étudier, de voir l'importance, d'apprécier l'importance des affections, ce n'est pas de rester à l'hôpital, puisque nous tous, nous savons que très peu de sujets malades vont à l'hôpital, et s'ils vont à l'hôpital, c'est lorsque ça devient extrêmement grave. Donc, la meilleure façon d'avoir une idée de ce qui se passe à l'échelle de notre communauté, c'est d'aller réaliser des études en communauté. Et on a quand même des grands pionniers qui ont compris ça très tôt, depuis les années 60, même un peu avant, et qui ont commencé par conduire les toutes premières études épidémiologiques en communauté. Et on ne peut pas aujourd'hui faire une présentation sans faire un clin d'œil à ces pionniers. Je veux citer le feu professeur Benjamin Osuntokun de l'Université d'Ibadan, mon maître, grand maître, le professeur Michel Dumas, qui a consacré toute sa vie à l'étude de la neuroépidémiologie jusqu'à créer le premier institut en 1981, l'Institut d'épidémiologie et de neurologie tropicale. Je lui rends un grand hommage. Il a formé beaucoup de générations de neurologues et d'épidémiologistes
du continent africain. Je fais aussi un clin d'œil au professeur Charles Newton et au professeur Reda Tekle-Haymanot de l'Éthiopie, qui sont de grands pionniers. Il y en a beaucoup d'autres, hein, professeur Kwasi Begré et beaucoup d'autres qui ont réalisé d'importantes études en communauté qui ont permis de mieux comprendre les maladies neurologiques en communauté. Et puis, plus récemment, on a d'autres qui leur ont emboîté le pas et qui continuent de réaliser des travaux de qualité et qui ont permis une meilleure connaissance épidémiologique de ces maladies. Je veux citer pêle-mêle le professeur Adesola Ogunniyi d'Ibadan, aussi le professeur Mayowa d'Ibadan, le professeur Pierre-Marie Preux qui a pris la relève de professeur Dumas à l'Institut, et le professeur Mohamed, le professeur Disma Runator, qui est aussi un élève du professeur Dumas. Donc, il y a beaucoup d'autres collègues, le professeur Kamada Touré, et puis beaucoup d'autres Africains, qui œuvrent pour l'étude des maladies neurologiques en population, puisque c'est la seule façon pour nous, compte tenu des réalités dont je vous ai parlé, de mieux cerner l'importance de ces affections et de mettre en place des stratégies. Alors, le contexte africain, on sait que c'est la région du monde où la population est relativement jeune. On pouvait s'attendre à ce qu'on n'ait pas beaucoup d'affections neurologiques. Mais c'est totalement le contraire. On verra que, comparé à d'autres parties, on a quand même une prévalence ou même une incidence assez importante de certaines affections neurologiques. Et on sait aujourd'hui que on a, avec l'amélioration des conditions de vie, l'espérance de vie a augmenté et que certaines maladies neurodégénératives qu'on ne voyait pas, on les voit de plus en plus et qui deviennent extrêmement prévalentes. Je vais citer quand même un Anglais, Gordon, qui en 1950 disait que les coronaropathies, les accidents vasculaires cérébraux n'existaient pas en Afrique. Il avait travaillé en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, on sait que c'est totalement faux. Il en est de même pour la sclérose en plaques. On a dit pendant longtemps que ça n'existe pas en Afrique, mais aujourd'hui, on sait très bien, avec l'amélioration des moyens diagnostiques et la formation des neurologues, qui savent mieux diagnostiquer que ces maladies existent. Deuxième particularité du contexte africain, on a une faible couverture sanitaire et médicale, ce qui fait qu'on n'a pas suffisamment de structures de soins, et même si on les a, elles ne sont pas suffisamment équipées, et même si elles sont équipées, elles sont parfois loin des populations, et même si elles sont très proches de la population, il faut payer les soins. Donc, il n'y a pas d'assurance maladie, très peu de pays africains. Donc, ce qui fait que l'accès aux soins n'est pas facile dans ce contexte. Donc, rester dans les structures de soins pour avoir une idée de ce qui se passe à l'échelle de notre population, c'est surtout en Afrique, ça ne peut pas marcher. Nous avons besoin de combiner des données hospitalières et des données en population. Il y a des raisons culturelles et sociologiques parce que les considérations socioculturelles associées à certaines maladies font que le premier recours aux soins ne va pas être les structures conventionnelles de soins, ça va être d'abord chez le guérisseur traditionnel, ça va être chez les orthistes, ça va être chez beaucoup d'autres spécialistes de ces maladies qui ne sont pas nécessairement dans les structures conventionnelles des soins. Mais également, le niveau global de connaissance des affections neurologiques est très faible. Même pour les maladies non transmissibles et les maladies chroniques, nous ne connaissons pas très bien. Et vous savez très bien que l'Afrique, pendant longtemps, a été confrontée aux maladies infectieuses et maladies transmissibles. Et on a un autre défi, surtout pour les études de suivi. On voit que les patients n'adhèrent pas toujours au traitement parce que nous n'avons pas la culture de maladies chroniques. Quelle est cette maladie qu'on traite sur des années qui ne finissent pas? On connaît le paludisme, vous avez la fièvre, vous allez à l'hôpital, on traite, la maladie finit. Mais les maladies neurologiques, ce n'est pas ça. Tout ça rend encore plus difficile la conduite des études épidémiologiques dans notre continent. Les données démographiques, je l'ai dit, ne sont pas assez fiables parce que les recensements, on en fait très peu. Et même quand on fait des recensements, c'est maintenant que les techniques de recensement des populations commencent par être améliorées, ce qui nous permet d'avoir quelques données démographiques fiables. Et puis, pour les affections neurologiques, pour les diagnostiquer, il faut des moyens diagnostiques.
Le scanner n'est pas toujours accessible partout pour beaucoup d'affections neurologiques. L'IRM, n'en parlons pas. L'électroencéphalogramme. Même pour étudier le liquide céphalorachidien, ce n'est pas toujours facile pour le diagnostic des méningites. Ce n'est pas toujours facile. La biologie moléculaire, n'en parlons pas. Génétique, n'en parlons pas. Donc, les outils diagnostiques qui permettent de peaufiner les diagnostics ne sont pas disponibles. L'Afrique est encore la région du monde où le ratio agents de santé par population est le plus faible. Donc, on n'a pas suffisamment de médecins, on n'a pas de spécialistes pour étudier les maladies neurologiques et c'est récemment que plusieurs écoles de formation ont commencé par naître sur le continent où on a commencé par avoir certains spécialistes. Mais là encore, je vais revenir vers la fin. On en forme, mais il ne faut pas qu'on en forme pour qu'ils aillent ailleurs, parce qu'on commence par avoir ce phénomène aujourd'hui. Le dernier aspect de ce contexte, c'est que en matière de diagnostic différentiel, quand on ne dispose pas de l'expertise et des outils diagnostiques, on peut confondre les maladies neurologiques avec d'autres maladies. Ce qui fait que le numérateur, comme je vous l'ai dit tantôt, va être mal renseigné et les indicateurs épidémiologiques seront faussés. La région où on a besoin plus d'avoir d'indicateurs pour prendre des décisions, c'est bien sûr notre continent. Mais c'est justement là où la plupart des études viennent plutôt des hôpitaux. Et il faut ici renseigner beaucoup plus à l'échelle communautaire pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, parce que très peu de sujets malades viendront à l'hôpital pour les raisons qu'on a évoquées. Les outils diagnostiques ne sont pas toujours disponibles partout. Et à partir de cet instant, on peut se poser des questions. Quelles sont les stratégies qu'on doit pouvoir utiliser et de façon efficiente, c'est-à-dire que ce soit très efficace, mais à moindre coût, pour réaliser ces études en communauté. Donc, on a besoin d'outils assez validés et assez accessibles qui ne coûtent pas du tout cher. Cela a été abordé par les pionniers de la neuroépidémiologie et l'OMS a développé certains outils, on reviendra sur ça. Donc, on a des outils de screening qui sont valides et plus fiables pour les populations, qui sont simples d'utilisation. Je reviendrai sur leur validité diagnostique et on a besoin de spécialistes et on a besoin du registre des affections. Ça existe très peu sur le continent et la plupart des registres qu'on a, c'est des registres hospitaliers. Il faut qu'on ait davantage de registres des affections neurologiques en population. Et comme je l'ai dit, pour mesurer l'ampleur des affections neurologiques, on est obligé de combiner les données hospitalières aux données communautaires. Sinon, la photographie des phénomènes de santé, lorsqu'on est à l'hôpital, ne peut jamais rendre compte de l'importance des problèmes à l'échelle de la population. Puisque quand vous calculez un indicateur à l'échelle d'un hôpital, le dénominateur, vous allez prendre ceux qui sont venus à l'hôpital. Mais c'est totalement faux comme indicateur. Ça ne permettra pas aux décideurs politiques de prendre des décisions. Parlant des outils qui permettent de faire, de dépister les affections neurologiques en communauté, il y a cette revue systématique réalisée par l'Institut d'épidémiologie et de neurologie tropicale de Limoges dont je parlais tout à l'heure, qui a fait une revue systématique sur les outils disponibles qui permettent de dépister, d'aller en communauté avec des outils simples pour dépister et diagnostiquer ces maladies neurologiques. Et voici ces outils. Le premier a été développé par l'OMS qui a élaboré un protocole avec des questions bien précises qui parcourent les principales affections neurologiques majeures. Et vous voyez que la version initiale a été développée en anglais et puis depuis, ça fait déjà plus de 40 ans qu'on a eu ce protocole, ce questionnaire OMS de dépistage des maladies neurologiques. C'est des questions. Et puis, vous voyez, c'est bien adapté aux populations adultes comme population, comme chez les enfants et la population adulte. L'avantage également, c'est que vous voyez, quand on prend la version initiale, c'est très peu de questions qu'on pose, donc c'est beaucoup plus facile.
Et à partir de ce protocole, il y a eu des adaptations pour essayer d'améliorer la validité diagnostique. Ça a été fait un peu partout avec, j'aime bien le protocole développé par le professeur Tekle Aymanot en Éthiopie qui a réalisé une large étude épidémiologique et a inclus plus de 68 000 sujets. Et là, ça concerne tous les sujets. Et il a pu valider une version en amharique qui est une langue éthiopienne. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres protocoles qui ont été développés par la suite. Et récemment, moi, j'aime beaucoup plus, et on l'a déjà utilisé, le protocole développé par Bower, qui est un protocole qui est issu du protocole OMS, qui est développé récemment et qui a été développé en anglais. Nous, on l'a utilisé, mais après l'avoir traduit en français et validé, nous l'avons utilisé et il y a beaucoup d'autres protocoles qu'on peut utiliser pour le dépistage des maladies neurologiques en communauté, c'est des questions. Et quand on prend ces outils, vous voyez que l'outil OMS a quand même une bonne sensibilité, une spécificité acceptable. Je rappelle quand même que quand on veut faire des études épidémiologiques en population, le premier critère qu'on veut pour l'outil, c'est d'abord la sensibilité. Et puis, les recommandations aujourd'hui, on préfère utiliser des outils assez sensibles, quitte à ce qu'il y ait une deuxième phase de validation du diagnostic de dépistage, du diagnostic de screening là, par des spécialistes qui peuvent faire des examens complémentaires. Parce qu'aller en population faire des scanners à tout le monde, ça a un coût. Mais si on a un outil qui est assez sensible, on peut utiliser cet outil qui est confirmé par les neurologues. Je parlais tout à l'heure de l'outil adapté par Bower à partir de l'outil OMS. Là, la sensibilité est très bonne. 100% de sensibilité et la spécificité n'est pas mauvaise non plus. Et c'est un outil, le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser chez les enfants, mais dans la population à partir de 15 ans, on peut utiliser le questionnaire de Bower. Il y a eu d'autres questionnaires qui ont été développés, surtout quand on prend le TQQ, qui est un questionnaire qui a une bonne validité diagnostique. Le seul inconvénient, c'est que c'est adapté aux enfants de moins de 9 ans. Donc, ce n'est pas toujours bien pour la population adulte. Ainsi, comme je l'ai dit, nous, on a utilisé cet outil OMS adapté de Bower avec 51 items et puis qui a une bonne sensibilité de 100% pour réaliser cette étude en communauté à Parakou et tous les sujets qui ont été identifiés comme ayant potentiellement une maladie neurologique ont été vus par un neurologue pour confirmer le diagnostic. Et après cette approche, on a vu quand même que 45,4% de la population étudiée, c'est une étude communautaire, avait au moins une maladie neurologique. Et comme je le disais tantôt, je l'ai envoyé à notre ministre, la population, presque un sujet sur deux a une maladie neurologique, que ce soit les céphalées, les AVC, les différentes paralysies, l'épilepsie, le Parkinson, la démence, ainsi de suite. Donc, on a au moins 4 sujets sur 10 ayant une maladie neurologique. Ça suppose qu'il faut, quand on prend la population du Parakou, 300 000 habitants, vous voyez combien de sujets ont au moins une maladie neurologique. Je ne vous dis pas, on n'a que 2 neurologues actuellement à Parakou. Comment faire pour faire face à tout cela? C'est également des défis qu'il faut relever. Après avoir fait le point sur les outils, je rappelle qu'il y a également d'autres outils qui ont été développés. Je ne vais pas détailler tous ces outils, mais sachez que pour les outils que j'ai présentés tout à l'heure, c'est des outils qui sont adaptés à l'ensemble des maladies neurologiques majeures. Mais spécifiquement, il y a d'autres outils qui sont rien que des questionnaires qui sont adaptés à des études en communauté qui ont été développés spécifiquement pour certaines affections. On en a pour l'épilepsie, on en a pour les AVC, on en a pour les neuropathies, il y en a pour d'autres maladies neurologiques que vous pouvez utiliser si tant est que vous voulez avoir vous voulez avoir une idée de l'importance des maladies neurologiques en population. Pour illustrer mes propos, pour voir comment on peut faire de l'épidémiologie et prendre des décisions pour voir comment ça peut impacter,
Je vais illustrer par cette grande étude, qui est une étude réalisée avec un échantillonnage national. On a fait un tirage au sort de plusieurs communautés à l'échelle nationale béninoise. Et puis, on a réalisé une enquête transversale de type porte-à-porte et en utilisant le questionnaire diagnostique de l'épilepsie développé par l'Institut d'épidémiologie et de neurologie tropicale avec confirmation par un neurologue, ce qui nous a permis par cette enquête porte-à-porte de retrouver une prévalence de 10,5 pour 1000 personnes. Mais quand on essaye d'utiliser la méthode de capture-récapture, c'est-à-dire qu'on on réalise une première, on relâche et puis on refait, on voit que la prévalence est de 38,4. Et il y a une autre technique en croisant plusieurs sources, c'est-à-dire on fait l'enquête transversale, mais on va dans les hôpitaux, les structures sanitaires pour savoir s'il y a des cas qui n'ont pas été recensés par notre enquête de type porte-à-porte et les guérisseurs. Donc, en croisant plusieurs sources, on a observé également une autre prévalence. Donc, c'est autant de techniques qu'on peut utiliser en épidémiologie pour renforcer la connaissance des indicateurs épidémiologiques. Cette étude a permis également de renseigner un deuxième indicateur épidémiologique qui est l'incidence, et on avait eu une incidence de presque 70% 1000 personnes années, et on les a suivis, c'est-à-dire non seulement on a eu les sujets, mais on les a suivis dans le temps, et on a une mortalité moyenne de 20,8 pour 1000 personnes annuellement. Et l'autre élément important de cette étude, on a bouclé le cycle de l'épidémiologie parce qu'on a fait de l'intervention en traitant les sujets qui ont eu l'épilepsie. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'après le traitement, 45% des personnes qui ont été traitées ont connu une rémission totale des crises et 35% ont vu le nombre de leurs crises diminuer. Ce qui veut dire que dans près de 80%, on a quand même été très utile à cette population. Donc, voilà un modèle d'études épidémiologiques qui parcourt le cycle, c'est-à-dire études descriptives, études analytiques et puis études d'intervention pour mesurer. Et on a vu qu'avec ça, on a réduit. Parallèlement, il y a eu des actions qui sont faites au niveau communautaire avec des sensibilisations pour agir sur les facteurs qui sous-tendent la distribution de l'épilepsie dans cette communauté. Un autre exemple, cette approche que propose l'OMS, surtout pour les pays en voie de développement, les pays à revenus faibles et intermédiaires, pour l'étude des AVC. Ce manuel est disponible et il en existe aussi en français. Et ce qui est intéressant, et cette approche que propose l'OMS, c'est une approche extrêmement intéressante. Et vous voyez qu'on part des données hospitalières qui sont à la base ici et les sujets qui sont vus à l'hôpital. On peut prendre des données centrales, des données importantes concernant, par exemple, les données démographiques, les données spécifiques à l'AVC chez les sujets, les données concernant le traitement, les données concernant le handicap. On peut aller plus loin quand on est dans des hôpitaux équipés, typer les AVC, dire que c'est ischémique hémorragique, faire le bilan étiologique pour avoir la cause. Mais à un niveau un peu plus, quand on va en communauté, il faut que les sujets qui ont fait un AVC, qui ont survécu, il faut qu'on puisse savoir s'ils sont décédés en communauté, quelle est la cause du décès. Et ça, l'OMS a développé un outil qui permet de réaliser des autopsies verbales. C'est-à-dire, on se renseigne sur la cause probable du décès à partir d'un questionnaire. On peut approcher la cause du décès. Donc, cette technique d'autopsie verbale de l'OMS est adaptée à nos pays. Et ça, vous voyez que c'est des événements qu'on peut avoir en communauté. L'autre élément, on peut, avec l'approche proposée par l'OMS, recenser des événements au niveau, c'est-à-dire des AVC qui surviennent en communauté, qui ne viennent pas nécessairement à l'hôpital. Et vous voyez que cette approche proposée par l'OMS, qui est bien adaptée aux réalités africaines, combine à la fois les données hospitalières, mais des données aussi en communauté et qui permet de rendre compte vraiment de l'importance des AVC dans nos régions. Donc, rester à l'hôpital simplement pour étudier les cas qui viennent à l'hôpital, on ne peut pas.
avoir une vue globale sur l'importance des accidents vasculaires cérébraux à l'échelle de la population. C'est pour ça que ce modèle de l'OMS est adapté. Nous devons tous l'implémenter dans nos pratiques, surtout concernant les accidents vasculaires cérébraux. Et puis, concernant les études en communauté, plusieurs études sur les AVC spécifiquement ont été conduites en Afrique. J'ai recensé les principales études en communauté sur la prévalence des AVC avec, vous voyez, des chiffres entre 15 et 1156 pour 100 000 habitants concernant la prévalence. Et puis, il y a eu récemment une méta-analyse qui a montré que globalement, la prévalence poulée est de 387 pour 100 000 habitants. Ce n'est pas petit et ça veut dire que quand vous prenez 100 000 personnes, une population de 100 000, il y a au moins 400 sujets qui ont un AVC. C'est important. À l'échelle de la population de Parakou, 300 000 habitants, on doit s'attendre à au moins 1200 sujets qui ont un accident vasculaire cérébral. C'est très important. Aussi, on a renseigné des indicateurs statiques, la prévalence, mais des indicateurs dynamiques, l'incidence, et une méta-analyse récente sur les études d'incidence réalisées en communauté a montré qu'on a une incidence globalement en Afrique de 106 pour 100 000 habitants annuellement. Et dans cette revue systématique et méta-analyse, ils ont montré que la létalité à un mois était de 24,45, qui rejoint une méta-analyse que nous avions réalisée 2 ans plus tôt et qui montre clairement que la mortalité par accident vasculaire cérébral en Afrique est autour de 24,1%, mais qu'à 1 an, c'est 1/3 des sujets qui sont décédés et à 5 ans, c'est presque 40%. Ça, c'est des données consistantes qui nous montrent l'importance des accidents vasculaires cérébraux et il faut asseoir des stratégies de prise en charge pour réduire cette mortalité. En matière d'épidémiologie analytique, je vais dire quelques mots. Globalement, il faut savoir que pour toute maladie, il y a une cohabitation climatique. En Afrique, pour cette pathologie, on a des études beaucoup d'études sur l'épilepsie concernant la parasitose. Beaucoup d'études ont été faites, que ce soit sur l'onchocercose, sur la cysticercose, le paludisme, je pense que c'est le nécessité sur, et je vais le repréciser dans les défis qui nous attendent, surtout pour l'étude des maladies et mieux comprendre parce que ça permettra une médecine de précision parce que avec les profils génétiques particuliers, les thérapies peuvent être bien ciblées. Voilà une étude qui a été réalisée au Ghana et au Nigeria pour étudier les facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux. Je pense qu'il y a un petit... J'espère que vous me recevez. Vous me recevez? Il y a un petit défaut de connexion. Vous me recevez? Il y a un petit problème de connexion. Vous me recevez? Oui, c'est bon maintenant. C'est sur la diapositive précédente qu'il y a eu un bug. Ah, d'accord. La diapositive précédente, oui. OK. Parce que là, il y a le bug qui continue toujours sur cette diapositive. Mais je disais qu'il y a une grande étude, l'étude Sirène, qui a été conduite au Nigeria et au Ghana, le temps que la diapositive s'affiche, et qui a inclus quand même un nombre assez important de sujets.
Ils ont pris quand même plus de 2000 sujets qui ont fait un AVC qu'ils ont comparé à des contrôles pour voir les facteurs de risque. Et cette étude nous renseigne, nous donne des renseignements extrêmement importants sur l'épidémiologie analytique des AVC sur l'Afrique. Et cette étude, il y a des données importantes qu'on doit utiliser pour réorienter nos politiques. Et quand vous voyez dans cette étude que l'hypertension, quand on parle de je rappelle que le ratio de l'hypertension artérielle était de 4, mais en Afrique, c'est de 19. Et l'autre élément important que cette étude nous renseigne, c'est le part attribuable de risque. C'est-à-dire cette part attribuable de risque est importante, je vais revenir dessus avec quelques éléments pour que vous compreniez bien comment on peut partir de ces éléments pour prendre des décisions. La part attribuable de risque, ça suppose simplement que l'hypertension artérielle, parce qu'on a vu que la part attribuable de risque, c'est 91% pour l'hypertension artérielle. Ça suppose que dans cette population, l'hypertension artérielle est extrêmement important. Et vous voyez déjà, si on veut avoir des stratégies de prévention, des stratégies, et pour les autres, on voit certains facteurs qui ont une importance particulière quand on compare à l'autre étude, un test dont je vous ai parlé. En pratique, ce qui est important à savoir lorsqu'on réalise des études en communauté, c'est de voir la différence de risque, parce que des sujets ont des risques et d'autres n'en ont pas. Ils présentent des facteurs et d'autres n'en ont pas. Mais quel est le niveau de différence de risque parmi ceux qui ont la maladie, ceux qui n'en ont pas et ceux qui ont un risque donné? Par exemple, l'effet propre d'un facteur, ce que cela apporte de plus, et on l'a illustré tout à l'heure dans l'étude Sirène que j'ai cité. Ainsi, à l'échelle bénéfice absolu, et c'est ça qui permet d'être la tête. C'est assez important et que le phénomène n'est pas du tout fréquent, ça, sur le plan impact, ça ne va pas impacter beaucoup de sujets. Donc, en matière d'orientation des politiques sanitaires, on saura comment faire et où mettre les ressources. Ce que je suis en train de dire, je l'illustre par cette diapositive. Supposons que vous fassiez une étude et que vous arrivez à faire ce tableau où des sujets sont malades, d'autres ne sont pas malades. Certains présentent le facteur d'exposition. La différence de risque, c'est le risque chez les exposés et le risque, moins le risque chez les non exposés. Et la différence de risque, on peut calculer en valeur absolue. La part attribuable de risque dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la différence de risque divisée par le risque chez les sujets exposés. Et ceci est à prendre en compte lorsqu'on veut savoir, quand on veut mesurer, il y a plusieurs stratégies. C'est-à-dire que pour contrôler un phénomène, vous pouvez avoir plusieurs stratégies. Je donne l'exemple de l'hypertension artérielle. Pour contrôler l'hypertension artérielle, on peut avoir plusieurs stratégies. Soit on peut réduire le sel dans l'alimentation, on peut promouvoir l'activité physique, on peut donner des médicaments. Le problème, c'est de savoir quelle est la stratégie la plus efficiente. Et il y a des indicateurs qui permettent de comparer ces stratégies. Surtout lorsqu'on mène des interventions, on peut comparer les différentes interventions par ce qu'on appelle le nombre de sujets à traiter. Et ce nombre de sujets à traiter, ce n'est rien d'autre que l'inverse de la différence de risque. Ainsi, plus le nombre de sujets à traiter pour un événement est réduit, plus la stratégie utilisée est efficace. Je donne un exemple. Si pour améliorer l'hypertension artérielle à l'échelle d'une population, il faut imposer
un régime sans sel à 100 personnes pour maîtriser la pression artérielle d'une seule personne et qu'il faut donner un antihypertenseur à 10 personnes seulement pour maîtriser la pression artérielle chez un sujet, on dira que le nombre de sujets à traiter pour maîtriser le phénomène avec l'antihypertenseur est supérieur au régime sans sel. Mais il faut aller plus loin, puisque les deux stratégies n'ont pas le même coût. Je ne vais pas l'aborder ici. Parce que il y a l'efficacité pour voir est-ce que l'efficacité est meilleure. C'est ça qui va permettre de prendre des décisions. Et vous savez très bien, pour la pandémie que nous avons vécue, la plupart des pays africains ont adopté des stratégies peu coûteuses utilisant l'hydroxychloroquine. Je ne veux pas rentrer dans les débats d'ordre philosophique et doctrinal, mais partout ailleurs, dans d'autres régions du monde, les pays développés, vous avez vu des antiviraux qui sont extrêmement chers, qu'ils ont développés avec tout ce que nous avons. Donc, ces notions sont indispensables pour des actions efficaces de santé publique. Ça permettra à nos décideurs politiques de prendre des décisions et plusieurs facteurs de risque peuvent exister pour une même maladie, mais c'est de savoir quels sont les facteurs qui contribuent plus au risque de survenue de la maladie. Ce n'est pas parce que le diabète et l'hypertension sont autant de facteurs de risque et que de l'accident vasculaire cérébral qu'à l'échelle de ma population, je dois combattre, bien sûr, je dois combattre les deux, mais si j'ai peu de ressources et je dois investir, quelle est la part attribuable de risque de chacun de ces éléments? Et c'est par rapport à ces éléments que je peux réorienter les ressources dont je dispose pour être assez efficient. Donc, les actions vont dépendre donc des indices qu'on a renseignés tout à l'heure. Plus un nombre de sujets à traiter est très faible, ça veut dire que le traitement est assez efficace et aussi la part attribuable de risque doit être prise en compte pour des actions. Et vous voyez ainsi qu'on parle de l'épidémiologie descriptive pour aller à l'épidémiologie analytique permettant d'identifier les facteurs de risque, mais aller au-delà pour voir la part attribuable de risque à chaque facteur et mettre en place des interventions, comparer l'efficacité de chacune de ces interventions, mais il faut pondérer cette efficacité au coût, ce qui permettra aux décideurs politiques de prendre des décisions qui sont assez efficientes, c'est-à-dire très efficaces et moins coûteuses. Alors, je reviens sur cette diapositive que je vous ai montrée. Si on demande aux autorités politiques africaines, c'est-à-dire ces régions où on a réalisé cette étude sirène, si vous voulez prévenir l'accident vasculaire cérébral, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon message a toujours été, il faut prévenir, dépister tous les sujets qui ont une hypertension artérielle et traiter. Si tous les sujets qui ont une hypertension artérielle sont traités, on pourrait quand même participer au moins à réduire l'incidence des AVC. Et j'ai toujours proposé une stratégie. En Afrique, nous savons qu'on fait des campagnes de vaccination où on passe de maison à maison. Et toutes les maisons sont ratissées, où on injecte des doses aux enfants. Pourquoi ne pas coupler ces stratégies de vaccination avec le dépistage de l'hypertension artérielle? Puisque dans ces maisons, il y a des sujets adultes. Et en couplant, on aurait dépisté. On va me répondre, mais si on dépiste et qu'on ne peut pas traiter, on peut bien sûr traiter. On sait au moins que l'hypertension artérielle du sujet noir a un phénotype extrêmement sensible au sel, ce qui veut dire qu'un régime sans sel peut réduire déjà le niveau tensionnel. On a aujourd'hui des antihypertenseurs qui sont accessibles à moindre coût et qu'on peut financer, et dans un programme global financé, et en traitant cela, ce n'est pas seulement l'accident vasculaire cérébral, mais c'est beaucoup plus d'autres maladies cardiovasculaires qu'on réduit. Donc, c'est des stratégies que nos décideurs politiques peuvent utiliser pour prévenir les maladies neurologiques. Enfin, je vais vous parler, après avoir résumé tout ce que j'ai dit, vous parler des défis et des perspectives sur la neuroépidémiologie en Afrique.
Jusque-là, nous avons vu qu'il y a plusieurs défis méthodologiques pour l'étude des affections neurologiques, surtout en communauté en Afrique, parce qu'on n'a pas de données démographiques, on n'a pas de spécialistes, même les épidémiologistes ne sont pas nombreux. On a commencé par en former, les neurologues ne sont pas nombreux. Et on sait qu'on n'a pas les outils diagnostiques, mais on a quand même des outils qui nous permettent d'aller en communauté pour faire un diagnostic, pour dépister au moins ces maladies. Et on dispose, aujourd'hui, je vous ai dit, qu'on dispose d'indicateurs épidémiologiques de plus en plus consistants sur beaucoup de maladies neurologiques. Et que les facteurs de risque, on commence par les comprendre de mieux en mieux, surtout les facteurs de risque environnementaux, mais les facteurs génétiques, c'est là où il y a un gros gap à combler. Et les études interventionnelles, il n'y en a pas beaucoup sur le continent, et c'est l'autre défi que nous devons relever, aller beaucoup plus vers des études interventionnelles focalisées sur les affections neurologiques, parce que quand nous prenons les études, la prise en charge des maladies neurologiques, nous nous inspirons simplement des études qui ont été faites ailleurs sur d'autres populations. Mais on sait que les profils génétiques des populations peuvent expliquer des variabilités de réponse au traitement. Ainsi, il est important que nous puissions faire non seulement des études génomiques, mais surtout promouvoir des études interventionnelles sur nos populations et avoir des données prouvées pour voir ce que nous avons et que les études faites ailleurs nous montrent comme assez efficaces qu'on utilise, est-ce que c'est vérifiable chez nous? Donc, nous sommes appelés en tant que chercheurs à promouvoir ces recherches et travailler beaucoup plus en collaboration. Quels sont les défis et perspectives? J'avais déjà commencé par les élaborer, les énumérer du moins. Il est important pour nous de former suffisamment de spécialistes parce que sans des épidémiologistes, des spécialistes, on ne peut pas réaliser des études épidémiologiques en population. Et il est important, j'avais participé l'année dernière à une réunion des experts des AVC à Ibadan où on a proposé une déclaration à soumettre à l'Union africaine et je pense qu'il est important qu'on fasse des maladies neurologiques une priorité de santé publique. Je me rappelle que dans mon pays, il y a eu quelques années, il y avait un programme national de lutte contre les maladies neurologiques et l'épilepsie. Bon, après, il y a eu ce programme a été fondu dans un grand programme comme je l'ai parlé durant cet exposé. Il est important de former suffisamment. Parce que quand vous avez une communauté, 45% des sujets ont au moins une affection neurologique et que vous n'avez que 2 neurologues, ce n'est pas possible, c'est inadmissible, ça ne répond même pas aux recommandations de l'OMS. Il faut donc former des spécialistes et que les politiques actuelles dans tous les pays incitent ces spécialistes à rester sur le continent pour contribuer à la lutte contre les affections. Prioriser les actions tenant compte des résultats des études spécifiques. Je vous ai donné l'exemple de l'étude Sirène comparée à l'étude Interstroke où on a l'ordre ratio HTA qui est de 4 pour l'étude Interstroke alors que c'est de 19,38 pour l'étude Sirène et la part attribuable de risque pour l'HTA est assez importante. Donc, ici, si on a des stratégies à mener pour la prévention primaire et secondaire des AVC, on sait sur quoi il faut mettre en place des directions à partir des études épidémiologiques et des modèles importés, parce que c'est ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire que tel médicament a montré son efficacité, on nous présente les études, mais quand vous allez voir de très près, très peu de sujets africains sont inclus dans ces études. Donc, il faut qu'on puisse promouvoir de plus en plus des études interventionnelles. Il faut qu'il y ait une formation obligatoire en neuroépidémiologie. Il faut établir des partenariats sud-sud, partenariats nord-sud,
et promouvoir les études génomiques, élaborer des plans de stratégie de lutte contre ces affections et surtout éviter la dispersion des énergies. Ça ne sert absolument à rien qu'un seul individu reste dans son coin pour dire je fais, je ne veux pas que l'autre sache. Non, on a gagné en mettant toutes nos énergies ensemble pour réaliser de grandes études. En réalisant de grandes études, on a une grande puissance et on a plus de preuves. Et il faut réaliser des études mixtes parce que ce qui a manqué jusque-là, on a beaucoup d'études quantitatives, mais les études qualitatives ont manqué en neuroépidémiologie. Je pense que de plus en plus, on a commencé par comprendre et on fait des études qualitatives. Il faut collaborer absolument avec les ressources endogènes. C'est-à-dire les revoir voilà tout ce que j'avais à vous dire. Pour résumer, les maladies neurologiques sont très fréquentes et la neuroépidémiologie est un outil indispensable de décision pour les politiques sanitaires chez nous. Et on doit repenser nos politiques au regard des données épidémiologiques de plus en plus consistantes que nous avons. Et on doit promouvoir la recherche médicale en Afrique et surtout travailler en réseau. C'est pour ça que je remercie le REPREMAF pour ses actions sur le terrain et nous devons adopter des stratégies de santé publique efficientes dans nos pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, un grand merci au professeur Adokounou qui nous a fait une présentation vraiment très pertinente. Comme nous l'avons suivi, c'est vraiment très important, c'est tout ce qu'il a dit. Et il y a une chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, que le professeur Adokounou est de l'université de Parakou au Bénin, pour information. Donc, comme nous l'avons vu, il avait commencé par introduire l'épidémiologie, l'importance de l'épidémiologie en tant que telle, comme comment, à travers l'épidémiologie, les études épidémiologiques, on peut organiser la surveillance des maladies en population générale, comment doivent être menées les enquêtes afin d'identifier les facteurs liés à ces maladies, tels que les facteurs de risque, les facteurs pronostiques, bien sûr les facteurs protecteurs. Il a rappelé rapidement ce que j'ai très bien aimé, l'importance de chaque partie, les différentes études, une étude descriptive avec laquelle il faut commencer souvent, qui permet de nous éclairer, qui a pour objectif rien que de décrire. Et c'est ce qui manque beaucoup, moi je pense, en Afrique, qui permet de convaincre, d'inciter les chercheurs. Donc la question, l'interrogation des études épidémiologiques et des études descriptives, on le sait, c'est que la description. Ensuite, c'est à travers ces études descriptives dont il a parlé, études de les prévalences et études d'incidence, c'est ce qui nous amène vers ce qu'on appelle les études analytiques ou les études étiologiques, qui ont pour objectif de comprendre réellement ce qui se passe dans la question et quels sont les facteurs de santé liés, que ce soit un facteur protecteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, un facteur pronostique, un facteur de risque. Ça nous permet d'aller vers ça. Et une fois qu'on a ces informations, logiquement, on va vers où? C'est qu'on appelle une étude interventionnelle, parce que s'il y a un facteur qui est un facteur de risque pour une maladie qui se montre, il faut intervenir. Et une fois qu'on intervient, comme il l'a dit, il l'a si bien fait ressortir, il faut après revenir voir si cette intervention a été efficace ou pas. Ensuite, vous avez vu quand il a commencé à parler de l'exemple des études neurologiques, il a pris le cas de l'AVC, dont il a parlé de la prévalence, si je ne me trompe pas, d'environ 42%. Et c'est qu'il faut voir, surtout l'intervalle de confiance, qui est vraiment serré, c'est 38-46. C'est vraiment serré, ça veut dire que c'est très important.
il y a une très bonne information qui ressort, parce que c'est pas l'intervalle de confiance n'est pas très large. Là, il faut tenir compte aussi. Donc, il a aussi évoqué le cas, souvent, de la malcompréhension de ces maladies neurologiques, c'est-à-dire une bonne définition. D'où il a parlé de former des spécialistes qui connaissent réellement la maladie, sans pour autant revenir sur la conception au sein de la société. Les maladies neurologiques sont souvent mal connues et même parmi les acteurs de santé, il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas certaines maladies neurologiques ou qui, même s'ils ont cette connaissance, ils ont derrière la tête cette conception traditionnelle, telle qu'il faut aller peut-être voir un charlatan. Je ne parle pas forcément des neurologues, mais des infirmiers ou peut-être même parfois des médecins généralistes qui ne maîtrisent pas, en tout cas, ces maladies-là. Il a aussi parlé de ce qui est capital. Vraiment, c'est l'idéal de l'idéal. Le professeur a parlé d'une conception, de la conception des registres. Ça, c'est capital. Pour mener des études de qualité, il faut avoir une base de données de bonne qualité, un registre de préférence. Un registre, c'est qui permet de compiler des données des années durant. Mais il faut surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, il ne s'agit pas de venir mettre en place un registre et puis de remplir comme on le veut, et quand et comme on le veut. Non, il faut être strict, méthodique, suivre pas à pas l'évolution du registre, comment les informations sont renseignées, qui renseigne ces informations, les former, comme il a souvent dit, ces gens-là qui doivent intervenir. Il a aussi en gros parlé vers la fin de la prévalence des maladies neurologiques pour montrer l'importance comme quoi il faut regarder ces maladies-là. Les maladies neurologiques, il a parlé sur 5 ans, si je ne me trompe pas, la mortalité sur 5 ans, ça doit être de 39% si je ne me trompe pas. C'est ce que vous avez dit. De 39%, la mortalité à 5 ans. Vous imaginez si ces maladies neurologiques touchent beaucoup de jeunes dans le pays. C'est une perte énorme pour le pays. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons une population jeune et ces populations ne sont pas à l'abri de ces maladies. En 5 ans, ils partent facilement. Et aussi, le professeur a parlé, il nous a tout donné. Il nous a tout donné. La part attribuable, il a pris l'exemple pour l'HTA, qui est à près de 91%. Vous voyez l'importance. C'est grâce à ces études-là qu'on arrive, grâce à ces études épidémiologiques, neuroépidémiologiques, ici dans ce cas précis, qu'on arrive à avoir ces chiffres-là qui nous attirent vers des interrogations, qui nous amènent à nous poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité par rapport à la population si on prend telle ou telle maladie? Et effectivement, il a parlé du grand problème de l'Afrique, qui est le coût des études et aussi l'implication des décideurs. Ça, il faut vraiment que ce qu'il a au final dit, que les chercheurs s'associent entre eux pour amener ce qu'on appelle des études multicentriques, que ce soit entre ville et ville ou pays entre pays. Si je dis ville, ça peut être Parakou et Dakar, un institut de Parakou et de Dakar qui vont s'associer, qui vont sortir une étude
multicentrique, mais qui a un poids qui permet d'interpeller de part et d'autre les décideurs publics. Si d'un côté on arrive à attirer l'attention, on peut essayer de passer par le décideur qui a pu comprendre l'importance pour qu'il contacte de l'autre côté ses collègues, les inciter aussi à intervenir. Pour finir, le professeur nous a parlé du cas de la neuroépidémiologie. Mais moi, je me dis, mais pourquoi pas la pneumoépidémiologie? Où sont les pneumologues, la cardioépidémiologie? Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Il y a une question qui a été posée par le docteur Ben Hadji, qui dit comment développer nos propres tests diagnostiques, quelles sont les procédures à suivre. Je répète la question, comment développer nos propres tests diagnostiques, quelles sont les procédures à suivre. Je laisse la parole au professeur pour répondre à cette question. Merci. Merci beaucoup pour la question. J'ai l'habitude de dire que la médecine est universelle. Le diagnostic, un diagnostic d'AVC en Afrique n'est pas différent d'un diagnostic d'AVC en Europe. La maladie, elle est universelle. Donc, il n'y a pas de... J'aime dire qu'il faut éviter de faire la médecine des pauvres. Non. Ce que j'ai essayé de faire comprendre, c'est que même si nous n'avons pas accès aux tests, aux ressources très, très importantes pour les diagnostics sophistiqués, on a quand même aujourd'hui des outils, c'est des questionnaires qui permettent de dire oui avec une certaine probabilité d'être quand même assez sûr que le sujet a telle maladie. Et quand on prend les différents questionnaires que j'ai présentés, vous voyez, c'est des questionnaires quand même qui ont une sensibilité, une spécificité assez acceptable. Donc, on peut quand même, à défaut d'avoir tout, essayer d'utiliser ces tests. J'ai l'habitude aussi de dire que si vous êtes en milieu rural et que vous ne pouvez pas avoir accès au scanner, vous pouvez faire le diagnostic d'un AVC. Vous ne pouvez peut-être pas préciser le type d'AVC, mais vous pouvez faire le diagnostic d'un accident vasculaire cérébral pour dire que ça, c'est un AVC, avec une certaine certitude. Le seul problème, c'est que je ne les ai pas présentés dans cette présentation, c'est que plusieurs scores ont été spécifiquement dans l'AVC essayés de développer ont été développés du moins pour essayer de voir si on peut distinguer un AVC ischémique d'un AVC hémorragique sans faire le scanner. Ce qui ressort clairement, c'est que aucun de ces scores de ces échelles n'est valide pour différencier. Il faut faire le scanner. Mais au moins, on sait que on peut faire le diagnostic d'un AVC, on n'a pas besoin nécessairement du scanner. Le scanner permettra de préciser le type. Ça ne veut pas dire que quand on a un AVC, il ne faut pas faire le scanner. Et pour le diagnostic de la maladie de Parkinson, par exemple, chez le sujet noir, c'est les mêmes critères que chez le sujet blanc. Ce dont j'ai parlé ici pour les études communautaires, vous n'allez pas, par exemple, vous n'avez pas suffisamment de neurologues et que ces neurologues vont passer de maison en maison pour examiner 68 000 personnes pour voir, après les avoir examinées, combien présente la maladie de Parkinson. Mais ces outils qui comportent souvent quelques questions permettent déjà de soupçonner. Et ce qu'on propose aujourd'hui, après cette phase de screening en communauté, que ceux qui sont suspectés d'avoir une maladie neurologique soient vus par un spécialiste. Là, ça réduit le nombre. C'est-à-dire, quand vous passez de 68 000 ou bien 70 000 sujets que vous avez screenés, vous pouvez peut-être avoir que 3 à 5 000 sujets à voir. Ça, c'est déjà important. Et que ces sujets que vous allez voir, ils peuvent être examinés. Donc, c'est de cette stratégie qu'il s'agit. Dire qu'on va développer des outils spécifiques, oui. On sait par exemple que l'outil développé par l'Institut d'épidémiologie et neurologie pour le diagnostic des épilepsies en zone tropicale est validé et remis à jour. Et on a remise à jour actuellement même et qui montre toujours une très bonne validité et qui permet, cet outil-là permet de faire le diagnostic de l'épilepsie
Et puis, si on peut confirmer par un neurologue, c'est bien. Donc, en me résumant, il n'y a pas de critères particuliers pour les maladies neurologiques en Afrique et pour les maladies neurologiques ailleurs. C'est les mêmes critères. Parce que nous avons besoin de faire des études en communauté, il faut avoir des outils validés pour renseigner, je dis bien, le numérateur qui est le nombre de sujets présentant le phénomène. J'espère que c'est un peu clair. J'avais vu également d'autres questions. Oui. Il y a eu une question sur est-ce que l'approche communautaire n'entraînerait pas de conflit avec les spécialistes? Non, pas du tout. Moi, je suis neurologue, mais je dirige une école de santé publique. Et je dis toujours, on n'a pas à dire que moi, c'est mon domaine, tel n'a pas. Et j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de travailler en collaboration. Il faut qu'on soit ouvert à tous les autres spécialistes. Vous ne pouvez pas faire une étude en communauté aujourd'hui sans associer des sociologues, des anthropologues, sans associer d'autres spécialistes. Ça veut dire quoi? Moi, en tant que neurologue épidémiologiste, même si j'ai une étude à mener en communauté, j'ai besoin de ces expertises. Parce que pourquoi je le dis? Si je vais dans un milieu qui a des réalités socioculturelles, des réalités sociologiques bien déterminées et anthropologiques que je ne connais pas, si je vais dans le milieu, je risque de passer à côté de beaucoup de choses. Et même si je réalisais mon enquête, l'étude, l'interprétation peut être difficile parce qu'il faut mettre les résultats en perspective avec certaines données du milieu. D'où la nécessité de travailler avec tous les spécialistes. Une équipe de recherche, ce n'est pas seulement des neurologues, ce n'est pas seulement des épidémiologues, ce n'est pas seulement des infirmiers, c'est tous les spécialistes. On a besoin du géographe, on a besoin du sociologue, de l'anthropologue, même du philosophe. On a besoin de toutes les spécialistes, toutes les spécialités pour que l'enquête soit vraiment globale. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'approche MIS, études quantitatives et qualitatives. Les enquêtes neuroépidémiologiques, jusqu'à une époque récente, ont souffert de l'approche qualitative et c'est maintenant qu'on est en train de rattraper ça. Et c'est cette approche qui permet d'avoir c'est vrai que dans les registres, parce que pour mettre en place des registres, ce qui caractérise un registre, c'est l'exhaustivité. Si beaucoup de cas échappent au registre, au réseau que vous mettez en place, ça veut dire que ce n'est pas efficace. Donc, c'est l'exhaustivité des données. Donc, les registres hospitaliers, même, on a du mal à les constituer parce que vous constituez un registre hospitalier des AVC. Mais ce registre est basé peut-être dans le service de neurologie. Vous avez renseigné, réuni tout le monde qu'il faut systématiquement, voilà ce qu'il faut faire. Mais vous verrez toujours des cas qui viennent dans l'hôpital et on ne va pas informer le neurologue, on ne va pas renseigner. Et vous savez très bien la couverturite qui caractérise nos pratiques. Donc, déjà, c'est difficile à l'hôpital, mais il y a des registres en population qui existent en Afrique. On a quand même une cohorte de sujets qui a été mise en place au Bénin, la cohorte de Tanvé, où on suit des sujets et plusieurs mesures et plusieurs recherches sont effectuées régulièrement et on les suit pour étudier. Donc, on peut quand même mettre en place des registres, que ce soit hospitaliers, mais registres aussi en population. Le problème des registres en population, ça met du temps pour être mis en place parce qu'il faut sensibiliser les différents acteurs, toutes les parties prenantes, et que tout le monde puisse adhérer, que la notification des cas soit la plus simple possible et qu'on puisse notifier ces cas. On a par exemple des registres de cancer au Bénin, mais il y a des cas qui échappent. Donc, la qualité d'un registre réside dans l'exhaustivité des données. Donc, s'il y a beaucoup de données qui échappent, ce n'est pas bon. Voilà ce que je pense qu'il y a encore d'autres questions sur la métrologie. Non, mais la métrologie, c'est
pour mesurer, renseigner ces indicateurs, je vous ai largement dit qu'en épidémiologie, c'est le plus souvent un numérateur sur un dénominateur. Et il faut savoir bien mesurer le numérateur et bien renseigner le dénominateur. Et qui parle du dénominateur pose le problème d'échantillonnage. Et ce qu'on reproche à beaucoup d'études, c'est les techniques d'échantillonnage. Et il y a des techniques d'échantillonnage il faut former davantage aux techniques d'échantillonnage parce que si vous allez dépenser suffisamment d'argent pour faire une étude, mais si l'échantillon n'est pas représentatif de la population, on ne peut pas faire de l'inférence. C'est-à-dire que vous allez gaspiller du temps et des ressources pour rien. Et ce qui se passe après, le docteur Amidou Bello l'a dit tout à l'heure, quand vous faites votre estimation, vous aurez des intervalles de confiance extrêmement larges. Supposons que le gouvernement vous demande quelle est l'importance de l'épilepsie au Bénin. Et vous trouvez une prévalence de 2% avec un intervalle de 1 à 20. Vous pensez que le gouvernement peut prendre des décisions parce que la vraie valeur dans la population, ça peut osciller, ça peut varier de 1 à 20. Il ne peut pas se baser. Mais si vous trouvez une prévalence de 2% avec un intervalle de confiance entre 1 et 3, il peut se baser sur ça pour prendre des décisions. Donc, la façon de prendre une partie de la population, la taille de l'échantillon, la façon de constituer cet échantillon, c'est des préalables et des notions extrêmement indispensables et qui peuvent, lorsque on fait des erreurs ou on bidouille, ça peut impacter négativement les résultats. Quelqu'un a posé une question sur information sur la formation en épidémiologie à Parakou. Oui, nous avons une formation en licence à Parakou et on fait également des formations à la carte et il y a des formations en épidémiologie au Bénin et un peu partout en Afrique. Professeur, il y a quelqu'un qui dit comment, bon, vous avez répondu en partie, hein, comment procéder pour avoir des registres dans nos régions. Vous avez abordé. Alors, pour la question de registre, il y a des préalables. Il faut, si vous constituez un registre pour une maladie donnée, il faut qu'il y ait une définition claire de la maladie et que tout le monde sache et qu'on ait la même définition. Il faut que toute la population, il faut informer largement la population, toutes les sources possibles d'information pour que les cas soient notifiés. Je prends le cas spécifique d'accident vasculaire cérébral. Si j'installe un registre populationnel sur les AVC à Parakou, il faut que toutes les structures sanitaires soient informées, privées comme publiques, que ces structures puissent notifier chaque fois qu'il y a un cas d'AVC, que les autres structures de prise en charge non conventionnelles, je parle des religieux, je parle des acteurs de la médecine traditionnelle, je parle des autres, que je puisse les informer suffisamment et montrer que ce n'est pas que je vais leur arracher leur propriété, parce que c'est ce qui se passe généralement chez nous. Ils veulent m'arracher mes patients. Donc, qu'on leur montre l'importance de ce que nous voulons faire. Ainsi, ils adhèrent. Et il faut qu'il y ait une stratégie assez simple de notification des cas. Si vous voyez avec les opérateurs téléphoniques et qu'on vous donne 1 ou 2 numéros gratuits, c'est-à-dire numéros verts, les notifications des cas, celui qui veut notifier le cas, il n'aura pas de problème pour notifier le cas parce qu'il sait que ça ne va pas lui coûter. Après, il faut qu'il y ait des gens qui gèrent le registre. Parce que quand on appelle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui enregistre et qui certifie que c'est un cas. On notifie, on vous appelle pour dire, il y a un AVC, très bien. Les critères, est-ce que c'est rempli? Oui, c'est un cas. Et on prend les informations. Vous pouvez, et quand vous mettez en place ce registre, c'est d'abord pour voir les cas incidents, les nouveaux cas, et puis vous pouvez suivre ces sujets. Et si vous avez plus de ressources pour faire un bilan minimum permettant d'approcher les causes, vous allez développer plus d'aspects. Et l'avantage de mettre en place des registres, c'est que c'est une mine d'or. Si vous mettez en place un registre, vous pouvez faire des publications pendant 50 ans, 60 ans, 100 ans sur ce registre. Donc, on a plus à gagner à mettre en place des registres parce que quand on les met, c'est des sujets qui sont suivis dans le temps.
et vous pouvez étudier beaucoup d'aspects sur ces populations, ce qui vous permet de ne faire sortir que des publications régulièrement, et pour la population même de mieux connaître la maladie et des registres qui existent ailleurs. On a tiré l'enseignement que quand on a mis en place ces registres, l'incidence, il y a une tendance à une diminution de l'incidence parce que on ne met pas seulement en place, mais on sensibilise également la population. Ce n'est pas parce que j'ai mis en place un registre des AVC que je vais souhaiter que les gens font face d'AVC pour que je puisse avoir des cas d'AVC. Si je suis efficace, il faut que je puisse montrer aux autorités, que je puisse montrer à la population que ce que vous m'avez aidé à faire, ça a été rentable. S'il y a 5 ans, l'incidence, c'est de 300 cas pour 1000 habitants,